H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous propose dans cette vidéo de partager une élaboration faite sur ce que certains ont nommé la collaboration faite entre des professionnels hollywoodiens et les autorités nazies, et ce, au cours des années 30. Pourquoi ce choix? J'ai travaillé en Autriche, en Allemagne, et aussi aux Pays-Bas, et en Amérique du Nord. Par conséquent, je suis quand même familier d'un côté la culture dite germanique, et de l'autre la culture nord-américaine, en particulier dans le champ cinématographique. Étant adolescent, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Pour illustrer ceci, je partage une anecdote familiale qui est la suivante. Ma grand-mère maternelle avait une amie américaine qui venait assez souvent la voir sur la French Riviera. En 1943, elle est sur place et se retrouve bloquée par l'arrivée des troupes d'occupation allemande. Elle prend rendez-vous à la Kommandantur, dont les bureaux viennent d'être installés dans un grand hôtel de Nice. Elle est reçue par un officier allemand, officier qui se montre courtois, qui est déjà allé aux États-Unis, et qui donc lui signe un Ausweis, c'est-à-dire un laissez-passer pour qu'elle puisse retourner à New York. Il la raccompagne à la porte de son bureau, et cette dame qui est new-yorkaise émancipée et qui n'a pas froid aux yeux, comme on dit, lui demande « C'est quoi ce sac ?» Effectivement, il y a à même le sol un gros sac postal. L'officier la regarde et lui dit « Madame, ce sont des lettres de dénonciation. French people. » Elle retourne à New York et raconte cet épisode à ses amis, ce qui engendre diverses réactions. Alors, la délation est une expérience douloureuse que vont faire les professionnels hollywoodiens. Quelques années plus tard, en 1947, on établit à Hollywood une liste noire, blacklist, à l'époque de ce que l'on a appelé la chasse aux sorcières, où les autorités traquaient les sympathisants communistes, ou tout au moins ceux réputés comme tels. Parmi les victimes célèbres de cette blacklist, il y a par exemple les metteurs en scène Joseph Losey, Donald Trumbo. Alors que d'autres metteurs en scène comme Edward Mitrick, Elia Kazan, ont non seulement dénoncé des collègues supposés communistes ou sympathisants, mais aussi accepté de se rétracter, comme on dit, pour pouvoir poursuivre une carrière cinématographique à Hollywood. D'autre part, dans cette vidéo, je fais référence à un livre que j'avais lu lorsqu'il a été publié il y a une dizaine d'années de cela, le voici. Un livre écrit par un historien américain et qui décrit de manière tout à fait pertinente et documentée les relations professionnelles entre, en particulier, les producteurs de Hollywood et les autorités nazies. Adolf Hitler était réputé passionné de cinéma, et en particulier de cinéma américain, au point que, paraît-il, il organisait une projection de films quasiment tous les soirs avec des amis à son domicile. Il avait un regard critique sur le cinéma. Je vous rappelle qu'il avait une formation artistique. Il considérait le cinéma à la fois comme une forme d'art à part entière, mais aussi comme un formidable outil de propagande, puisque l'on peut envoyer des messages au public tout en le distrayant. Il a fait appel à des metteurs en scène pour magnifier le national-socialisme, dont Leni Riefenstahl. Je vous rappelle que dans les années 30, il y avait en Allemagne une chaîne de télévision, ce qui donne une idée des avancées technologiques faites dans ce pays à l'époque. Hitler lui-même disposait d'un outil de propagande qui était ses discours. Il avait parfaitement compris que dans la communication humaine, l'expression non verbale est essentielle. C'est pourquoi ces discours qui avaient un côté cinématographique étaient scandés par des mimiques,
des intonations de la voix, des postures, des regards, des gestuels, des silences. Tout ceci pour galvaniser l'auditoire. Le film favori d'Adolf Hitler était un film réalisé par Fritz Lang à l'époque où il travaillait en Allemagne, Siegfried. Comme on dit en allemand, Siegfried tötet den Drachen, c'est-à-dire Siegfried tue le dragon. L'UEFA est un organisme public allemand qui produit des films. En 1933, l'UEFA licencie tous les employés juifs. Et pendant les années 30, il produira des films de propagande nazie, dont un film documentaire réalisé en 1940 intitulé Der ewige Jude, le juif errant, et dont le scénario est celui du complot juif international. Le public allemand aimait beaucoup le cinéma américain et en particulier les comédies légères et les comédies musicales. Oh, you're such a smart Alex. Nobody knows anything but you. I'll stop a car and I won't use my thumb. What are you going to do? The system on my own. Les studios américains distribuaient quelques centaines de films par an en Allemagne et en Autriche. Du côté de Hollywood, je vous rappelle qu'à l'époque aux États-Unis, pratiquement le quart de la population américaine est d'origine allemande. Il y a donc des liens affectifs entre les États-Unis d'un côté et l'Allemagne de l'autre. Ceci peut être illustré par le fait que Hollywood a produit des dizaines de films qui décrivent la Seconde Guerre mondiale. Dans ces films, il y a deux sortes d'ennemis. Il y a d'une part les Allemands, d'autre part les Japonais. Or, le narratif des scénarios de ces films nous montre, en général, le personnage le plus élaboré est un officier. Alors, le narratif sur l'officier allemand est en général le suivant. C'est un individu qui est discipliné, un petit peu fanatique, courtois, avec un air aristocratique, mais surtout qui respecte les lois de la guerre. Par conséquent, même si c'est un ennemi, il peut susciter un certain respect. You are the first American officer I've met. Hills, isn't it? Captain Hills, actually. Par contre, le japonais, lui, est un véritable monstre, un barbare, un fanatique, cruel, et qui ne respecte aucune loi de la guerre. Donc il y a un traitement différent, un regard différent porté sur l'Allemagne et le Japon. À Hollywood, il y a donc des grands studios, qu'on appelle des majors, qui sont des compagnies, et les 5 plus grandes compagnies de cinéma américaines sont dirigées par des hommes qui sont juifs d'origine, d'Europe centrale. Voici la liste de ces majors. Dans les années 30, Louis B. Mayer est considéré comme le magnat le plus puissant de Hollywood. Les metteurs en scène sont, pour la plupart, allemands d'origine ou d'Europe centrale. Ils ont fait tout ou partie de leur carrière préalable en Allemagne ou en Autriche. Certains seront des légendes de l'histoire du cinéma. Et surtout, ils vont contribuer à faire du cinéma hollywoodien des années 30 une espèce d'âge d'or qui rend ce cinéma classique, au même titre que le cinéma expressionniste allemand ou le nouveau réalisme italien, par exemple. Voici une liste de ces metteurs en scène de cet âge d'or hollywoodien et parmi les plus grands de l'histoire du cinéma américain. 4 metteurs en scène légendaires, tous allemands et juifs d'origine. Ces stars du cinéma contemporain sont tous allemands d'origine. Parmi ces metteurs en scène, la moitié sont juifs d'origine. Et c'est à peu près la même proportion chez les scénaristes, chez les opérateurs
de cinéma. Par conséquent, si dans les années 30, un de ces professionnels a connaissance de ce qui se passe en Europe, de la ségrégation, de la persécution, de toutes les difficultés que vivent les Juifs sur place. Ce sont des nouvelles qui, quelque part, lui sont familières. Il ne peut pas y être insensible. Il pourrait se montrer indifférent si on lui parlait d'une tribu massacrée au fin fond de l'Afrique. Alors, la censure à Hollywood, le producteur en est familier. Elle est établie par un comité Hays, avec un code Hays, dont je vous ai déjà parlé précédemment, qui est mis en place en 1925. Il est organisé par les producteurs eux-mêmes. Pourquoi? Non pas, comme on dit, pour se tirer une balle dans le pied, mais pour se mettre à l'abri de toute censure fédérale, avec laquelle il ne pourrait quasiment rien négocier. Alors qu'avec le code Hays, comme dirait l'autre, on est en famille. On fait des arrangements entre professionnels. Et surtout, cela va permettre de calmer les esprits dans la population. Parce qu'en particulier dans les années 20, il y a un certain nombre de lobbies religieux ou apparentés qui, comme on dit, pourrissent la vie des studios. En prenant à partie des acteurs, des producteurs des films considérés comme sataniques. Ce sont des ligues de protection de la vertu, des ligues catholiques. Et par exemple, une actrice comme Mae West, qui était une star incontestable. Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better. Des studios Paramount, a vu sa carrière terminée sous la pression de lobbies religieux, la firme ayant rompu ses contrats. Cette censure a pour idéologie d'arrière-plan la religion, le puritanisme. Il y a un mot d'ordre qui est le suivant: il ne faut pas heurter les convictions, la sensibilité des spectateurs américains dans un certain nombre de domaines. La religion, la politique, la patrie, la famille. La famille qui est le noyau dur à l'époque du cinéma hollywoodien. Une famille croyante, unie, paisible, constituée d'un mari qui travaille à l'extérieur, d'une femme au foyer et de 2 enfants en général, dont l'aîné est un garçon. Donc cette famille est un noyau dur qu'il faut protéger. D'autre part, il y a un cahier des charges de ce comité qui décrit un certain nombre d'interdits de représentation, comme tous les tabous dans certaines religions, et qui sont centrés sur le sexe, la sexualité, le corps, l'hygiène, la mort, etc. Et ce cahier des charges s'adresse à tous les professionnels du cinéma. Par conséquent, si un producteur veut fabriquer un film, il y a toute une série d'étapes à franchir. Et la première, qui est incontournable, c'est de faire lire un script du film au comité, qui va donner son opinion. Alors ce comité a été dirigé pendant plusieurs années, dans les années 30, par un certain Breen, que les professionnels à Hollywood avaient surnommé le Hitler de Hollywood, parce qu'il était particulièrement puritain. Le second challenge pour le producteur est la censure nazie. Elle est promulguée par le ministère de la propagande, dont Joseph Goebbels est le dirigeant, un fidèle parmi les fidèles d'Adolf Hitler, qui délègue à un personnage qui est le consul allemand au consulat général de Los Angeles, un certain docteur Gissling, qui pendant les années 30 sera très proche des studios hollywoodiens. Il ira souvent les visiter, aura des contacts avec les producteurs, fera très souvent des injonctions, des avertissements, des suggestions, selon les projets de films hollywoodiens en cours. Et c'est lui, en fait, qui décide si un film hollywoodien peut être ou non distribué en Allemagne, en particulier. L'idéologie qui alimente cette censure, contrairement à Hollywood, est explicite. C'est bien entendu le national-socialisme, qui prône en particulier l'anti-bolchevisme, l'antisémitisme, l'arianisation de la société, etc. Tout film qui porte préjudice au prestige de l'Allemagne nazie, ou qui porte atteinte aux intérêts du Troisième Reich, c'est déjà le cas en 1930 avec ce film qui, une fois sorti en Allemagne, est interdit au bout d'1 semaine. Tout film qui
peut compromettre l'ordre public ou porte atteinte au moral de la population allemande est censuré. Ce film aura des problèmes avec la censure car, selon les autorités allemandes, on y voit une jeune femme aryenne dans les bras d'un primate géant. Alors il y a un paradoxe dans cette censure qui est le fait que certains films américains qui seront distribués en Allemagne et qui n'ont aucune intention idéologique vont être récupérés par les idéologues allemands comme modèle pour des mouvements comme par exemple les jeunesses hitlériennes. Le film réalisé par Henry Hathaway. Par exemple, ce film illustre le principe du chef selon lequel le chef fait un sacrifice personnel pour le bien de la nation. Et les soldats sont prêts à se sacrifier à leur tour pour leur chef qui s'est sacrifié pour eux. Les studios hollywoodiens distribuent environ 300-400 films par an. La période la plus dense au plan économique se situe entre 1934 et 1938. La censure elle-même va se renforcer à partir de 1934 et des films dans le genre horreur, fantastique comme Dr. Jekyll, Mr. Hyde, L'Homme Invisible, Tarzan seront censurés. À noter que la firme Paramount licencie en 1933 tous les employés des studios en Allemagne désignés comme juifs. Compte tenu de cette idéologie, il est hors de question que dans un film distribué en Allemagne ou dans tout autre pays, puisse apparaître un juif ou une famille juive qui soit identifié comme tel. Ce principe sera appliqué par les producteurs hollywoodiens de 1930 à quasiment la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire pendant environ une quinzaine d'années. Les Juifs seront donc exclus du cinéma, non seulement pour des films distribués en Europe, mais aussi pour des films distribués aux États-Unis. Il y a donc une volonté de censurer la judéité. Alors que dans les années précédentes, comme dans les années 20 par exemple, il était assez fréquent de voir dans un film un personnage qui serait juif ou une famille juive, sans que cela ne pose problème et sans aucune intention de la part du réalisateur. Il y a une illustration célèbre comme le film Le chanteur de jazz, premier film parlant américain, qui met en scène un personnage dont le père est un cantor d'une synagogue, il s'appelle Rabinovitz, et ce personnage va devenir un chanteur célèbre. D'autre part, pour ce qui est de l'Holocauste, dont le gouvernement américain a connaissance de manière tout à fait certaine et documentée à partir de 1941, ce gouvernement ne réagira pas, étant donné le contexte géopolitique qui est celui de l'isolationnisme, qui fait qu'il est hors de question que les États-Unis entrent en conflit avec l'Allemagne. L'Holocauste juif ne fera son apparition dans le cinéma américain qu'à partir des années 60. Alors qu'en 1945, un voyage est organisé qui invite certains producteurs en Allemagne occupée et pour visiter en particulier des camps de concentration comme Dachau. Back to reality. Bien entendu, il y a eu des exceptions à Hollywood. Certains metteurs en scène, certains réalisateurs ont fait des tentatives pour monter un film qui serait anti-nazi et surtout qui décrirait ce dont les Juifs d'Europe sont victimes. Ségrégation, persécution, extermination. Ces quelques tentatives faites ont toutes échoué. Aucun de ces films n'a pu être produit. Et il y avait à l'époque une espèce de coalition entre le comité Hayes, les producteurs, les banques, etc. Ce livre de 1935 qui décrit l'instauration d'une dictature fasciste aux États-Unis ne pourra pas être mis en scène. Même ce film qui décrit les dangers de l'ascension de Hitler au pouvoir ne sera jamais produit. Parmi eux, il y a Ben Hecht, un célèbre scénariste hollywoodien qui lui aussi n'a jamais pu. Y a-t-il une conclusion provisoire à cette élaboration qui, je vous le rappelle, est centrée sur le fait bien documenté que des professionnels hollywoodiens ont de manière quasi unanime écarté, censuré la judéité dans le cinéma.
alors qu'une certaine proportion de ceux-ci étaient juifs d'origine. L'interprétation grand public de base serait, par exemple, de faire un lien entre cette attitude en apparence de soumission, de collaboration, et le souci de sauvegarder les intérêts économiques de l'industrie cinématographique américaine. D'autant qu'il y a entre la censure nazie et ses professionnels des rapports de force. Cette interprétation n'est pas solide. Pourquoi? Parce qu'en 1940, et de manière abrupte, Adolf Hitler a interdit toute importation de films américains, non seulement en Allemagne, mais sur tous les territoires occupés. Et cela n'a engendré aucune difficulté majeure au plan économique du côté de cette industrie. Il n'y a pas eu de faillite de major. À l'époque, je vous rappelle qu'en Allemagne, la dernière compagnie à être encore active sur place était la Paramount. Je vous suggère une interprétation personnelle qui est la suivante et qui tient compte à la fois du contexte historique nord-américain mais aussi des représentations sociales. Dans les années 30, les Juifs, je vous le rappelle, originaires d'Europe centrale, qui vivaient aux États-Unis se considèrent avant tout comme des citoyens américains, qui participaient, comme tout un chacun, à toutes les activités de l'Amérique, sportives, culturelles, économiques, etc. Les années 30 aux États-Unis est une période où l'antisémitisme a été probablement le plus actif. Il n'était pas officiellement explicite, mais il était à l'œuvre chez certaines personnes particulièrement célèbres, comme Henry Ford, le fabricant d'automobiles, comme Charles Lindbergh, l'aviateur, qui avait des sympathies pour Hitler, ou bien des leaders d'opinion, comme on dit aujourd'hui, des groupes politiques que l'on peut qualifier de fascistes, des groupes extrémistes comme le Ku Klux Klan, et dans la population un certain nombre de personnes qui avaient de la sympathie pour soit le national-socialisme en Allemagne, soit le fascisme en Italie, et selon leur origine en tant qu'immigrés. Mais aussi dans la population un certain nombre de personnes qui étaient notoirement racistes, avec un racisme centré sur ce qu'on appelle aujourd'hui les populations afro-américaines. Ce racisme était souvent associé à l'antisémitisme, à l'homophobie, etc. Par conséquent, si un producteur hollywoodien avait construit un film, a priori anti-nazi, mais qui décrirait dans le détail les persécutions, la ségrégation, l'extermination des Juifs en Europe centrale, et ce dans les années 30 et au début des années 40, comme tout narratif victimaire, aurait été une arme à double tranchant. Parce que dans le public, elle aurait engendré un double mouvement hate-love, amour-haine, c'est-à-dire chez le spectateur, l'amour c'est la sympathie, la solidarité, la haine c'est alimenté par la présomption de culpabilité qui engendre ce qu'on appelle aujourd'hui l'inversion accusatoire, c'est-à-dire que le tyrannisé devient le tyran, la victime devient le bourreau. Tout ceci alimenté par, de manière implicite, des stéréotypes antisémites comme qui font des liens entre les Juifs, l'argent, les Juifs, le pouvoir, le complot mondial, etc. Donc ceci, les Juifs n'en voulaient pas. Leur principe de vie était en particulier de se faire oublier, comme on dit, étant donné le contexte sociopolitique. Et ceci pourrait expliquer pourquoi il y a un tel consensus, une telle unanimité, à part quelques exceptions bien sûr, dans cette industrie cinématographique.